Je me présente donc. Je préside un think tank qui s'appelle l'Institut de l'économie et qui se donne pour mission d'éclairer le phénomène de l'informatisation ou comme on dit du numérique. C'est le mot qui est préféré aujourd'hui. J'ai publié plusieurs ouvrages sur cette question et ma carrière m'a conduit à pratiquer la statistique, l'économie, l'histoire, l'informatique et à travailler pour des entreprises grandes ou petites, notamment qui me font intervenir sur leur système d'information et qui se posent des problèmes de qualité de leur système d'information. Alors le titre de mon exposé contient plusieurs expressions que je trouve critiquables. Données, entrepôt, intelligence artificielle, ce sont des expressions courantes, mais elles sont trompeuses, parce que chacune d'entre elles risque d'orienter les intuitions dans des impasses. Les données, par exemple, elles ne sont pas données par la nature, elles ne sortent pas des choses spontanément. Ce sont des observations qui sont choisies par des êtres humains, elles sont sélectives, et le choix que l'on fait pour les définir détermine ces observations. Et une observation, donc, encore une fois, est toujours sélective. Aucune entreprise n'observe le nombre des cheveux de ses clients. Ce nombre existe, bien sûr, mais personne ne le regarde. Et seuls des policiers observent la couleur des yeux des gens parce que ça leur est utile pour la mettre sur la fiche signalétique d'une personne. Donc, la qualité d'une donnée s'évalue d'abord par la pertinence de sa définition, c'est-à-dire le fait qu'on l'a bien choisie, qu'elle est utile pour ce que l'on veut faire, qu'elle est utile pour l'action, pour la relation que l'on a avec l'individu sur lequel on l'a observé. Alors, une expression comme entrepôt de données, elle aussi est un piège. Parce que je vois dans les entreprises, souvent les gens pensent que les données, c'est du charbon, voilà, et qu'on n'a qu'à les entasser quelque part, qu'elles sont au fond indifférenciées. C'est pas vrai. Il ne suffit pas d'accumuler les données comme un tas dans lequel on les déverse. Elles exigent du soin et un traitement soigneux. Nous verrons ça tout à l'heure. Enfin, l'expression intelligence artificielle a poussé beaucoup de gens à croire que l'ordinateur pouvait posséder une intelligence identique et même supérieure à celle de l'être humain. Alors, il est vrai que l'ordinateur calcule plus vite qu'un être humain, que sa mémoire est plus fidèle que la nôtre, mais il est très différent de nous, nous en parlerons tout à l'heure, et l'informatisation ne peut rencontrer le succès que si l'on sait articuler efficacement ses aptitudes aux nôtres. Et évidemment, ça nécessite du soin et de l'intelligence. Alors, chaque donnée résulte donc de l'observation d'un concept sur un individu qui appartient à une population. Alors, je m'explique. Les mots population et individu proviennent bien sûr de la démographie où l'on considère des êtres humains un par un. Mais ils peuvent s'appliquer à tout en réalité. On peut considérer une population de machines, une population de factures, une population d'opérations bancaires, et chacune de ces populations contient des individus particuliers, une machine particulière, une facture particulière, etc. Alors, considérons par exemple une facture, c'est un effet de commerce qui possède plusieurs attributs. L'identité de l'entreprise émettrice, de l'entreprise ou de la personne destinataire, la date, le numéro, le montant, la description du bien ou service vendu, etc. Autre exemple, considérons une personne physique. On peut lui associer, alors elle aussi, des attributs qui la décrivent, un nom de famille, un prénom, une adresse postale, un numéro de téléphone, son poids, sa taille, une liste de ses diplômes et bien d'autres attributs encore. À vrai dire, la liste des attributs d'une personne est infinie et aucun curriculum vitae ne peut être complet. C'est pourquoi il faut choisir les attributs que l'on observe et faire abstraction des autres.
Ce choix va dépendre de ce que l'on veut faire, de la relation que l'on a ou que l'entreprise dans laquelle on se trouve veut avoir avec les individus de la population considérée. Vous voyez que dans la construction d'un système d'information, il y a deux étapes du choix. D'abord, on choisit les populations que l'on veut observer, et ensuite on choisit sur les individus qui composent ces populations les attributs que l'on veut observer. À chaque attribut est associé un concept qui le définit. Nous savons ce que c'est que le nom d'une personne, nous savons ce que c'est qu'un prénom, nous savons ce que c'est qu'une adresse postale, etc. Alors, une entreprise va observer donc quoi? Quelle population? Eh bien, ses clients, ses produits, ses employés, les entités de son organisation, ses fournisseurs, ses partenaires, etc. Et vous-même, chacun de vous, va observer des populations qui l'intéressent dans le monde qui l'entoure. Certaines personnes observent les arbres quand ils se promènent dans une forêt, d'autres ne s'intéressent pas aux arbres. Je m'intéresse beaucoup aux avions, par exemple, et ils n'intéressent pas du tout ma femme. Voilà, chacun choisit les populations qu'il va observer, et il en est de même pour toutes les entreprises, pour toutes les institutions, pour toutes les organisations. Alors là, le schéma que j'affiche est un tout petit peu riche, mais nous allons le détailler et l'interpréter par étapes et tranquillement. Donc, tout ce que nous venons de dire nous permet d'aborder la question de la qualité des données. Si les données sont des observations sélectives, eh bien, leur qualité va d'abord s'évaluer en deux étapes. D'abord, la qualité de la sélection. Ensuite, la qualité de l'observation elle-même. Donc, nous l'avons dit, à chacun des attributs observés est attaché un concept. Mais qu'est-ce qu'un concept? Alors, ce mot nous rappelle le cours de philo et il nous semble rébarbatif, mais il désigne au fond l'élément de base du fonctionnement de notre cerveau, de notre pensée. Un concept, c'est une idée à laquelle est attachée une définition. Je m'explique. On peut avoir une idée de ce que c'est qu'un cercle qui permet de le reconnaître, par exemple celle d'un rond régulier. Ça permet de reconnaître les cercles. Mais seule la définition, c'est-à-dire lieu des points d'un plan équidistant d'un point donné, permet de raisonner sur le cercle, de calculer sa surface et son périmètre, etc. À chaque concept est en outre associé un nom ou une expression qui le désigne. Nous en avons vu des exemples, montant d'une facture, poids d'une personne, etc. Dans une entreprise, le catalogue de ces noms forme la sémantique du système d'information, son vocabulaire, et très souvent, je le vois dans les entreprises, ce vocabulaire est dégradé par des synonymes ou des homonymes qui introduisent de la confusion. Les synonymes, par exemple, le client, eh bien, on va dire l'usager, l'utilisateur, le bénéficiaire, l'assuré, que sais-je encore. Tous ces synonymes qui désignent au fond le client avec bien sûr des petites nuances entre les diverses appellations. Mais les plus terribles, ce sont les homonymes, c'est-à-dire les cas dans lesquels, selon la direction dans laquelle on travaille, le même mot désigne en fait des choses différentes. Alors ça, c'est terrible parce que dans les réunions, on croit parler de la même chose, on se met éventuellement d'accord sur ce que l'on dit, et en réalité, on ne parle pas de la même chose, et ça crée des situations de confusion extrême. Donc, une des premières tâches, lorsqu'on veut améliorer un système d'information, c'est de faire la chasse aux synonymes et surtout aux homonymes, et c'est extrêmement difficile, parce que les directions sont jalouses de leur particularisme. Vous savez cette phrase, c'est comme ça qu'on dit chez nous, hein, elle est très courante, et en fait, l'expérience montre qu'il faut que le PDG lui-même fasse peser son autorité pour que le vocabulaire se nettoie. Et malheureusement, les PDG qui sont sensibles à ce genre de difficultés sont très rares. Donc, le choix et la définition des populations observées, le choix et la définition des attributs observés sur les individus déterminent la grille conceptuelle d'une entreprise ou d'une personne.
chacun de nous possède une grille conceptuelle à travers laquelle il perçoit le monde, et les concepts qui la composent sont pertinents si cette grille conceptuelle est adéquate à notre action et à notre situation. Ce n'est pas toujours le cas, donc une des responsabilités que nous avons, c'est de nous construire ou d'améliorer la pertinence de notre grille conceptuelle. Alors cette grille conceptuelle nous propose une vision schématique et simplifiée du monde. Elle nous permet de penser et d'agir, mais sa mise au point est délicate. Je vais vous donner un exemple pour illustrer ce point. Un colonel de mes amis participait à l'équipe qui, à l'état-major de l'armée de terre, était chargé de concevoir la grille conceptuelle du champ de bataille, ou comme on dit, son référentiel. Alors cette équipe se noyait dans les détails sans pouvoir aboutir, jusqu'au jour où un de ses membres a posé la question cruciale, que voulons-nous faire? Et cette question se décompose en deux étapes. Qui est l'acteur dont il s'agit d'éclairer l'action? Et parce que la grille ne sera pas la même s'il s'agit du général stratège ou d'un capitaine à la tête d'une compagnie. Et puis, quelles sont les données dont cet acteur a besoin pour agir et pour prendre ses décisions? Donc, le critère de qualité pour un concept, c'est donc la pertinence, l'adéquation aux exigences de l'action. Et la donnée, elle, résulte de l'observation du concept sur un individu. Alors maintenant, quel est le critère de qualité pour la donnée, pour l'observation? Certaines données sont quantitatives, par exemple le revenu disponible d'un ménage, le nombre de ses enfants. D'autres sont qualitatives, comme le métier d'une personne, le département de sa résidence. Alors certains disent, j'ai participé à des disputes sur ce sujet, qu'une donnée quantitative doit être précise. Mais la précision n'est pas un bon critère de qualité parce qu'elle peut être fallacieuse. Par exemple, mesurer la taille d'un être humain à un micron près, c'est une observation fallacieuse parce qu'elle incite à ignorer que la taille d'un être humain change au cours de la journée. Il faut donc que la donnée soit en fait exacte, c'est-à-dire apte à alimenter un raisonnement exact. Et souvent, le raisonnement peut se contenter d'un ordre de grandeur. Comme par exemple quand on dit que la population de la France compte 66 millions de personnes, ou d'une indication purement qualitative même, quand on dit ce projet-là est rentable. Et donc, on peut se satisfaire très souvent de données qui ne sont pas précises, mais dont l'ordre de grandeur est suffisant pour ne pas dire de sottises. Une donnée qualitative, elle, classe l'individu dans une nomenclature, la nomenclature des métiers, le code géographique, etc. Et une nomenclature doit obéir à un critère formel de qualité. Elle doit découper la population que l'on considère selon une partition, selon la formule consacrée, sans omission ni double compte. Mais elle doit aussi obéir à un critère pratique. On met dans la même classe de la nomenclature les individus qui se ressemblent du point de vue de la relation que l'on a avec eux, de l'action qui les concerne. Donc on retrouve donc, concernant les nomenclatures, le critère de pertinence, et c'est d'ailleurs normal, puisqu'à chacune des classes de la nomenclature correspond le concept qui la désigne. Donc vous voyez que la qualité des données, ça se décortique en plusieurs critères, deux critères de pertinence et un critère d'exactitude qui permet d'y voir clair. Alors passons maintenant à l'entrepôt de données. On dit aussi data warehouse. Donc un entrepôt de données, c'est une base de données qui se prête à des études statistiques à finalité économique ou marketing et qui est alimentée par des données produites par les applications opérationnelles. Le problème, c'est que les applications opérationnelles ne se prêtent pas directement à des études, car elles ne se présentent pas sous la forme de séries chronologiques ni de données statistiques, mais seulement de dossiers en cours. Et souvent, ces dossiers sont incomplets, pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce que l'action pratique n'exige pas toujours des données complètes. Une fois qu'on a fini de traiter une affaire, eh bien, s'il manque des données dans le dossier, ce n'est pas très grave du point de vue opérationnel. Par contre, c'est gênant si on veut faire de la statistique. Donc l'alimentation d'un entrepôt de données suppose une cascade de traitements pour estimer les données manquantes, corriger les biais éventuels et ensuite présenter les données sous une forme qui se prêtera à l'analyse, notamment sous la forme de séries chronologiques ou d'alertes.
Alors, les données que contient une base de données opérationnelle n'ont pas toutes vocation à alimenter l'entrepôt de données. Il faut déjà sélectionner celles qui seront utiles pour les études statistiques. Et voici comment ça se passe. À chaque base de données opérationnelle, on associe un silo d'échange qui enregistre au fil de l'eau les événements qui ont modifié le contenu de la base, ouverture et fermeture d'un dossier, saisie ou modification d'une donnée. Et les données sont ensuite traitées pour estimer les données manquantes et corriger les biais, opération d'ailleurs très délicate. Par exemple, à Pôle emploi produit la statistique du chômage, et bien, pour produire cette statistique, il faut un traitement statistique très subtil et très complexe des données qui sont fournies par les agences au contact avec les chômeurs. Une fois traitées, corrigées, redressées, complétées, les données sont insérées dans un sas d'alimentation qui va alimenter périodiquement l'entrepôt de données. Et l'entrepôt, une fois qu'il est rempli, il va être exploité par des experts, parce que l'exploitation n'est pas non plus très facile, pour préparer des tableaux, des graphiques, des alarmes et des commentaires destinés aux utilisateurs finaux qui les trouveront sur leur poste de travail. Le format des documents dépend du public visé. Par exemple, un comité de direction mensuel a besoin d'un petit nombre de séries chronologiques soigneusement sélectionnées, corrigées des variations saisonnières et entourées d'un commentaire qui explique les incidents et les retournements de tendance. Par contre, un manager opérationnel qui surveille les opérations comme le lait sur le feu a besoin d'un tableau de bord quotidien alimenté par des données brutes. On ne peut pas corriger les données tous les jours et associer à des alarmes. Alors, certaines entreprises, pas toutes, fournissent aussi aux utilisateurs finaux des hypercubes. Donc, c'est des tableaux qui représentent la répartition d'une population selon deux variables qualitatives ou plus. Supposons par exemple que la population soit celle des personnes qui sont clientes d'une entreprise et que les critères soient la région, le mois, le métier, la tranche d'âge et le sexe. L'hypercube est alors un tableau à 5 dimensions et une case de l'hypercube contient le nombre de clients tel mois dans telle région qui avaient tel métier, tel sexe et qui appartiennent à telle tranche d'âge. On peut par sommation obtenir des tableaux qui croisent ceux des critères que l'on retient et qui se prêtent à la lecture par un être humain. L'entrepôt de données d'une grande entreprise contient un énorme volume de données. C'est ce qu'on appelle le big data. Et pour en tirer parti, les experts utilisent parfois des techniques statistiques informatisées que l'on nomme intelligence artificielle. On dit couramment que l'intelligence artificielle a pour but de simuler le fonctionnement de l'intelligence humaine. C'est doublement faux. D'abord parce que l'ordinateur calcule beaucoup plus vite que ne le fait un cerveau humain, donc il a des aptitudes qui ne sont pas du tout les nôtres, et ensuite parce qu'il est incapable de faire des choses qui sont pourtant faciles pour un enfant de 3 ans. Dresser un ordinateur à reconnaître des chats et des chiens sur des photographies, c'est un gros travail, alors qu'un enfant de 3 ans fait ça après avoir vu 2-3 chats et 2-3 chiens. Donc le but véritable de l'intelligence artificielle, c'est d'apporter aux opérateurs humains l'aide de la puissance informatique. On parlait naguère de systèmes experts qui appliquaient des règles semblables à celles que suit un raisonnement, mais leur performance était faible et il était difficile de les construire. Donc aujourd'hui, les applications de l'intelligence artificielle, ce sont plutôt des opérations d'analyse des données. Supposons que l'on dispose d'une base de données contenant sur un grand nombre de patients la description des symptômes et le diagnostic porté par des médecins. L'analyse discriminante procure une formule qui, appliquée aux symptômes d'un patient supplémentaire, fournit une estimation du diagnostic. Et la fiabilité de ce diagnostic dépendra de la qualité de la base de données initiale sur laquelle on a étalonné la formule, ainsi que de l'expertise du statisticien qui a fait ce travail d'étalonnage.
La même méthode peut être utilisée pour classer des individus selon diverses catégories, estimer par exemple leur opinion politique à partir de données sur leur comportement ou leur consommation qui a priori n'ont rien à voir avec cette opinion politique. L'analyse discriminante peut être un outil indiscret et dangereux entre les mains d'un pouvoir totalitaire. Ce qui se passe en Chine de ce point de vue-là peut être jugé inquiétant. On peut aussi vouloir estimer un attribut quantitatif, comme par exemple le score qui évalue la vraisemblance d'un diagnostic. Alors on parle alors de régression. Enfin, l'apprentissage non supervisé, expression qui donne l'illusion que l'ordinateur n'a pas besoin d'être contrôlé par un être humain, et donc encore une expression fallacieuse. Bon, donc cet apprentissage non supervisé permet de découper une population en catégories qui regroupe les individus dont les attributs sont semblables ou proches, et cela reproduit d'ailleurs une des opérations les plus habituelles de l'intellect humain, puisque c'est bien comme ça que nous classons les êtres auxquels nous sommes confrontés. Dans tous les cas, l'intelligence artificielle s'appuie sur l'exploration d'une structure de corrélation présente dans la base de données. Si la base de données qui alimente l'intelligence artificielle est de mauvaise qualité, les résultats seront faux. Donc un important travail humain est nécessaire pour s'assurer que l'on dispose de données de bonne qualité. Les techniques utilisées sont aujourd'hui essentiellement les réseaux de neurones ou les machines à support de vecteurs. Il nous suffira ici de savoir que leur mise en œuvre nécessite encore un gros travail humain. Nous ne rentrerons pas dans le détail de la description de ces techniques qui, d'ailleurs, je vous conseille là de regarder les cours du Collège de France si cela vous intéresse. Ils sont lumineux et parfaitement détaillés. Donc, une fois acquise la formule qui permet d'estimer un diagnostic à partir des symptômes, il faut encore vérifier qu'elle donne de bons résultats sur des cas qui ne se trouvaient pas dans la base de données initiale, et cela exige éventuellement de corriger en conséquence la formule d'estimation. Après quoi, on va disposer d'un outil commode, rapide et qui semble intelligent. Selon la technique utilisée, il proposera un diagnostic ou une valeur ou une classification, mais il faudra encore savoir interpréter ce résultat. Comme l'intelligence artificielle s'appuie sur des corrélations, elle ne donne aucune information sur la cause du phénomène qu'elle indique. L'interprétation suppose une connaissance théorique et une expérience pratique, c'est dans notre exemple celle du médecin. Résumons donc, l'intelligence artificielle ne remplace pas l'intelligence humaine, qui est nécessaire pour vérifier la qualité de la base de données et utiliser habilement les techniques de l'analyse des données. Et puis, l'outil une fois disponible, il faut encore savoir interpréter les résultats qu'il fournit. Les experts qui élaborent ces outils doivent être compétents en plusieurs disciplines, en base de données, en statistique, en informatique. Les experts qui utilisent les outils doivent, pour pouvoir interpréter les résultats, être compétents dans le domaine étudié. En médecine, par exemple, il faut être un bon cardiologue, un bon cancérologue, un bon dermatologue, un bon endocrinologue, etc., sans quoi on ne peut pas interpréter les résultats de l'intelligence artificielle. Et dans d'autres domaines d'application, comme la physique, la finance, le renseignement, la stratégie, etc., là aussi, il faut des compétences. Une des grosses erreurs que l'on voit commises parfois, c'est celle qui consiste à croire que l'on acquiert la connaissance en accumulant les données. Par exemple, lorsque un service de renseignement comme la NSA prétend tout observer, tout connaître, quand tout observer, ça veut dire qu'on ne comprend rien. Il faut une expertise fine du domaine considéré pour pouvoir interpréter les données. Voilà, j'ai terminé. Je suis maintenant à votre disposition pour causer sur ce que je vous ai raconté.